Le sim racing, c'est cher. Et si je vous disais que vous pourriez trouver du Fanatec à moins 50% ou acheter un pédalier Lotsel haut de gamme pour même pas 300 €. Oui, c'est possible grâce à l'occasion. Mais cela n'est pas sans risque. Est-ce que le matériel est en bon état? Est-ce que l'annonce est finalement trop belle pour être vraie? Il y a beaucoup d'arnaques et vous pouvez facilement vous faire avoir, surtout lorsque vous êtes débutant. Comment faire de super affaires en toute sécurité? Je vous ai concocté le guide pour acheter votre matériel d'occasion. C'est parti. Il y a beaucoup de plateformes disponibles sur internet, des Vinted, des Leboncoin, des eBay, des Facebook Marketplace, etc. Elles ne sont pas toutes égales et j'en ai retenu deux pour des raisons évidentes de sécurité et de protection. La première, c'est Leboncoin, car la plus sécurisée. On verra ça d'ailleurs dans une partie dédiée sur les bonnes pratiques en termes de sécurité pour éviter les arnaques. Et la deuxième que j'ai retenue est Facebook. Pas la plus sécuritaire, mais Facebook dans un cadre bien particulier, celui des groupes privés modérés d'acheteurs et de revendeurs de matériel de sim racing. Je vous mettrai des liens à ce sujet dans la description. Pas de Vinted, pas d'eBay, pas de Facebook Marketplace ou alors avec une extrême vigilance car ce sont les plateformes sur lesquelles il peut y avoir le plus d'arnaques. Et puis surtout, ce sont des plateformes où la sécurité de votre argent, que ce soit par une protection de l'acheteur PayPal ou par une protection de l'acheteur Leboncoin, ne sont pas présentes, d'où le fait de limiter à deux plateformes dans un cadre bien précis pour justement déjà faire le tri parmi les annonces disponibles. Gros morceau de la vidéo, les bonnes pratiques. On va voir différentes sous-parties. La première chose à faire lorsque vous cherchez du matériel d'occasion, c'est de comparer les prix. Pour vous donner un point de repère, si vous débutez, en général, du matos d'occasion, à partir du moment où c'est d'occasion, ça perd tout de suite entre 25 et 30% de sa valeur et ça peut aller jusqu'à 50, voire un peu plus de 50% de sa valeur selon l'usure en question du matériel et son temps d'utilisation. C'est plus ou moins vrai selon les marques, ne prenez pas ça pour argent comptant, peu importe le type de matériel. Il y a des marques qui ont plus de réputation en termes de fiabilité, en termes de SAV, de suivi, donc forcément celles-ci perdent moins de valeur en occasion. Donc pensez à consulter tout ça et à comparer également les prix entre plusieurs annonces d'occasion. Ça peut vous donner un ordre d'idée sur les offres qui peuvent être trop alléchantes, car oui, attention aux prix qui sont trop beaux pour être vrais. C'est assez évident là aussi, mais souvent les arnaques sont sous nos yeux et assez évidentes. C'est plus un manque de vigilance qui fait qu'on fait pas gaffe. L'appât aussi du gain de vouloir acheter la bonne affaire qui finalement se retrouve comme être la mauvaise affaire. Deuxième bonne pratique, demander des photos et peut-être de la vidéo. Je reviens sur ce point juste après. Sur la photo, au-delà de l'annonce, il est important lorsque vous contactez le vendeur de demander quelques photos supplémentaires. Déjà, ça va s'avérer utile pour vérifier que la personne a bien le matériel. Car oui, pour éviter les arnaques, l'intérêt de demander des photos, c'est tout simplement que si les gars n'ont pas le matos, ils vont vous envoyer des photos qui n'ont soit rien à voir avec celles d'origine, soit alors, ils vont vous renvoyer la même chose ou vous dire qu'ils n'ont finalement pas de photos car ils n'ont pas le matos, tout simplement. Je vous mets d'ailleurs un exemple à l'image, bien concret, avec un Fanatec CSL DD et le même cas avec une intégration de la roue McLaren d'ailleurs dans un bundle. Vous voyez qu'on est sur exactement les mêmes annonces, sauf que les prix sont parfois un petit peu plus bas que les autres. Les prix un petit peu plus bas sur les annonces à vérifier sont sans doute des gens qui n'ont pas forcément le matos. Il y a aussi cette histoire de doublon qui peut être à vérifier et donc dans le contact, vous allez direct pouvoir le vérifier en demandant des photos complémentaires. Dernier point, je l'ai évoqué, la vidéo, si vous n'avez pas l'occasion d'essayer, ça peut être pratique. Le seul problème, c'est que dans la réalité, c'est très peu probable que vous arriviez à en avoir. Certains groupes Facebook, et c'est l'avantage là-dessus de la messagerie privée de Facebook, parce que sur les plateformes de vente comme par exemple Leboncoin, les vidéos sont souvent trop lourdes et c'est même difficile pour les acheteurs de pouvoir envoyer ça. Déjà, avec de bonnes photos et en posant surtout les bonnes questions, vous allez pouvoir éliminer la majorité des annonces problématiques. Justement, troisième point, qu'est-ce que c'est qu'une bonne question? It's the right question. Premièrement, l'âge du matériel. Quand est-ce qu'il a été acheté? Est-ce qu'il y a une facture éventuelle? C'est utile parfois pour la garantie. D'ailleurs, sur la garantie, majoritairement dans le haut de gamme, souvent pas mal de marques lient la garantie au produit et non pas à l'acheteur. Ce qui fait que du coup, cette garantie est transférable d'un acheteur à un autre si vous achetez de l'occasion. Si vous avez un doute là-dessus, vous avez deux méthodes. Vous consultez les CGV des constructeurs ou vous avez une deuxième méthode plus flemmarde et plus pratique. Vous contactez le SAV et eux, ils seront capables également
également de vous dire si, tiens, je vais acheter un matos d'occasion de votre marque, est-ce qu'il est encore sous garantie? Est-ce que celle-ci est transférable ou pas? En général, les SAV vous répondent dans un délai raisonnable. Autre point de plus en plus fréquent à demander, car le matériel se fiabilise et de plus en plus de personnes pratiquent le sim racing, c'est savoir si ce matos a déjà lui-même été acheté d'occasion. C'est-à-dire, est-ce que c'est finalement une seconde main et pas la suite d'un premier achat? Là aussi, ça peut vous donner une indication d'usure, le fait que le matos a été transporté plusieurs fois ou ballotté plusieurs fois. Est-ce qu'il a été pris soin d'un premier, d'un deuxième acheteur? La fréquence évidemment d'utilisation. Parlez un peu avec l'acheteur, c'est-à-dire quel est son profil de sim racer, sur quel sim il roulait. C'est des gens qui peuvent vous donner aussi des conseils et parfois vous orienter au-delà de la vente. Comment est-ce qu'ils abordent leur passion? Ça vous donne souvent une bonne première impression sur le soin apporté au matos. Si c'était vraiment pour le fun, etc., ça veut pas dire que les gens prennent pas soin de leur matériel. Là où par contre il était sur un châssis installé, parfois dans des pièces dédiées ou ce genre de choses, et qu'on cherche à se débarrasser d'un équipement ou un autre parce qu'on passe sur un profil qui change de matériel ou qui s'upgrade, alors là à ce moment-là, en général, vous avez quand même des profils qui prennent soin de leur matos et donc vous êtes d'autant plus rassuré, surtout si vous n'avez pas occasion de l'essayer. Enfin, toujours pour éviter les arnaques, soyez vigilants dans les réponses à la qualité de la conversation et au niveau de français, car oui, souvent dans les arnaques, le niveau de français est un peu catastrophique et au-delà du niveau de français, certains termes techniques sont employés de manière un peu bizarre, voire complètement à côté. Je vous montre un exemple avec une annonce côté Moza avec un empattement 12 Nm, alors que c'est la puissance du moteur qui est en Nm. Souvent, on est quand même sur une petite communauté dans le sim racing, donc les gens savent ce qu'ils achètent. En tout cas, surtout plus vous montez en gamme en termes de matos. Pour le coup, si vous commencez à avoir une conversation un peu suspecte ou avec quelqu'un qui connaît finalement pas grand-chose à ce qu'il aurait lui-même acheté, en général, c'est pas bon signe. Quatrième point, privilégier la remise en main propre et pouvoir tester directement le matériel. C'est pas toujours possible, mais aujourd'hui, peu importe où vous êtes en France, en vrai, vous allez pouvoir trouver du matos de sim racing à moins d'une heure de chez vous. Alors certes, le déplacement peut être plus ou moins long et ça peut plus ou moins valoir le coup selon les bonnes affaires que vous allez faire. L'avantage du test, c'est que vous vous assurez que le matériel, il fonctionne. Quelques points de vigilance. Pensez, si vous avez un matériel électronique type volant, type pédalier, etc., à allumer vous-même le matériel, qu'il n'y ait pas de souci à la calibration de celui-ci. Allez dans le logiciel du constructeur, vérifiez que tout fonctionne sans anomalie. Exemple, un pédalier qui n'a pas de flickering, c'est un phénomène où lorsque vous allez accélérer ou freiner, vous avez un signal qui est très bruyant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pics vers le haut et vers le bas. Souvent, c'est synonyme sur des pédaliers à potentiomètre, notamment de Logitech G29 ou Trustmaster T300 RS par exemple, d'usure ou d'encrassement du potentiomètre. Donc soit il faut un nettoyage, soit ça veut dire qu'il n'a pas été super entretenu dans le temps, et là-dessus ça peut vous donner une indication supplémentaire. Sur le volant par exemple, ça peut être de contrôler tout simplement, vous appuyez une fois sur chacun des boutons, vous voyez qu'ils sont reconnus dans le matériel, et là pour le coup pas grand chose de plus, mais vous êtes l'esprit tranquille lorsque vous achetez. En parlant de logiciel d'ailleurs, troisième point sur tester chez quelqu'un, vérifiez que le logiciel du volant est à jour. Ça vous permet de tester le volant dans les meilleures conditions d'achat comme vous allez les avoir chez vous. Je le dis pour les débutants car je retrouve encore beaucoup trop de monde qui achète du matos et finalement on se retrouve plusieurs mois après, ils arrivent, ils se renseignent, ils arrivent parfois sur la chaîne, ils se disent mais mince, moi j'étais chez PlayStation et j'ai jamais fait de mise à jour, j'ai directement branché mon volant et j'ai roulé. Mais peu importe que vous soyez sur console et sur PC, le matos il faut toujours le mettre à jour, même si c'est le PC de papier mamie ou un vieux ordi portable qui a 10 ans, ça suffira largement pour mettre le software du constructeur, brancher votre volant sur un câble USB et le mettre à jour. C'est pas une question de grosse installation de matériel, mais c'est un point important pour maximiser votre expérience. Et enfin, quatrième et dernier point en test de matériel qui est assez évident, rouler un peu, 15-20 minutes avec la puissance maximale du moteur, vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie, de bruit suspect ou alors une perte de force feedback, que l'utilisation vous paraisse normale et qu'il n'y ait pas de soucis particuliers que l'acheteur puisse vous évoquer ou que vous découvriez vous-même lors de votre test. Donc un test grandeur nature, un peu comme quand vous achetez une voiture, ça peut durer 1 heure. Personnellement, lorsque j'avais acheté mon tout premier volant, c'était ce que j'avais fait, je m'étais rendu sur place, c'était les anciens volants de chez Madcast. Alors autant vous dire que ça remonte sur Xbox, les premiers force feedback, vous aviez un petit levier à droite, je verrai si je vous retrouve une image pour l'illustration. C'est surtout le cas lorsque vous êtes débutant, prendre le temps pour éviter justement les écueils, c'est super important. Lorsque vous êtes sur du haut de gamme et sur du matériel plus petit, style un pédalier ou autre, avec des photos, avec une bonne confiance de l'acheteur, je vous parlerai de tout ça dans la suite de ce guide.
avant de passer à la suite, on n'a pas encore parlé des cockpits, mais je vous ai carrément concocté une checklist en fin de vidéo, peu importe le type de matériel que vous ayez et que vous recherchez, sur tout ce qu'il faut vérifier avant votre achat. Bien, il y a un point un peu barbant mais dont il faut qu'on parle, le point sécurité. Oui, il faut être vigilant lorsque vous achetez d'occasion, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais les arnaques peuvent être légion et il faut pouvoir s'en prémunir. Bon, déjà, pas de plateforme sans paiement avec protection, je vous l'ai déjà dit, ou une remise en main propre sinon. Donc, côté plateforme, les meilleurs sont Le Bon Coin ou groupe privé Facebook sur lequel vous allez pouvoir faire un paiement PayPal avec protection d'achat du côté de l'acheteur. Je vous parle de Le Bon Coin et de la sécurité là-dessus. C'est pas du tout sponsorisé par la plateforme, mais il y a un point évident qui est super intéressant. Lorsque vous achetez sur Le Bon Coin, si vous avez jamais utilisé la plateforme, en fait, vous avez une protection de l'acheteur. C'est-à-dire que lorsque vous versez l'argent, vous ne versez pas l'argent directement à l'acheteur, mais vous versez l'argent à Le Bon Coin. Le Bon Coin qui s'occupe de conserver celui-ci. Lorsque vous recevez le produit de la part de l'acheteur, c'est idéal du coup pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, lorsque vous pouvez pas essayer le matériel, vous avez 7 jours une fois que vous avez reçu le matériel pour tester et valider auprès de Le Bon Coin que tout est ok pour vous. Ça vous laisse l'occasion justement de voir que tout fonctionne sans aucun problème. Du coup, beaucoup plus simple aussi et plus pratique pour le petit matériel du style une roue de volant ou un pédalier par exemple. Et une fois que vous avez validé, l'acheteur reçoit ainsi l'argent. S'il y a un problème, vous pouvez faire une réclamation et Le Bon Coin va vous restituer l'argent si vous êtes jugé positivement. Il y a des modérateurs, la plateforme fonctionne bien, je l'ai utilisé à titre personnel déjà pour de l'achat et pour de la revente, c'est aussi pour ça que je vous la recommande. Sur l'âge du compte là-dessus par contre, ne vous y fiez pas, c'est-à-dire qu'un acheteur qui a un compte qui date de 10 ans, il a très bien pu se faire pirater, donc ne prenez pas pour argent comptant ce point-là. Par contre, les notations et l'historique de l'acheteur sont traçables sur la plupart de ces plateformes, c'est aussi ce pourquoi je recommande Le Bon Coin. La plateforme engage aussi les acheteurs et les revendeurs à se noter en fonction de leur expérience client, donc vous avez des témoignages qui sont souvent assez récents, selon l'utilisation du compte évidemment, parce que tout le monde n'a pas des trucs à vendre tous les 15 jours, vous pouvez vous faire une bonne idée de est-ce que c'est quelqu'un de sérieux ou pas quelqu'un de sérieux. Et enfin, petit rappel là aussi, l'annonce en elle-même. Alors, sur le niveau de français, je vous l'évoquais dans la conversation avec l'acheteur, vérifiez ça aussi dans la description de l'annonce, vérifiez les termes employés, je vous remets l'exemple de ce Moza à 12 Nm d'empattement, celui-là, c'est très certainement une arnaque. Parfois, vous pouvez vous faire avoir avec les descriptions full ChatGPT parce que maintenant avec l'IA forcément tout le monde peut avoir un très bon niveau de français pour peu qu'il arrive à demander ce qu'il souhaite à ChatGPT, donc méfiance là-dessus. Voyez encore une fois dans le déroulé de la conversation comment ça se passe, les photos, etc. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit précédemment qui feront qu'en termes de sécurité vous serez blindé et vous pourrez faire votre achat en toute sécurité, que vous puissiez ou pas tester le matériel en fonction de si on est aussi sur de l'entrée de gamme ou sur du haut de gamme. Quatrième partie de notre guide d'achat, les questions fréquentes que vous pouvez vous poser. J'en ai retenu 4. La première, c'est comment savoir si le volant est encore précis. Là-dessus, c'est très simple, il faut absolument aller le tester. Pour le tester, allez dans le logiciel, vérifiez lorsque vous êtes dans le logiciel le test de calibration, c'est dispo chez tous les constructeurs, peu importe que vous soyez sur du début, du moyen ou du haut de gamme, et vérifiez ça. Conseil pour les moteurs à engrenage type Logitech G923, G29, G920 ou Trustmaster T300, T248. Vérifiez qu'il n'y ait pas de bruit suspect. Les volants à engrenage peuvent déjà faire du bruit, un cliquetis de mauvais augure ou quelque chose comme ça. Vérifiez ça, prenez le temps de le faire. Sinon, si vous pouvez pas le tester pour le coup, vous n'aurez pas moyen de vérifier que ça fonctionne en dehors d'une éventuelle vidéo. Deuxième question, est-ce grave si un pédalier a 3 ou 4 ans? C'est pas du tout un problème, notamment si vous êtes sur le haut de gamme. Alors, j'ai tendance à dire attention encore une fois, si vous avez un pédalier à potentiomètre, au flickering, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ces problèmes de fréquence et d'imprécision à l'accélérateur ou au frein, c'est des maladies typiques chez des volants encore une fois plus entrée de gamme. Si vous atteignez le moyen haut de gamme, là-dessus vous avez très peu de risques finalement. Il y a des marques qui ont une excellente réputation. Je prends mon propre exemple, j'avais acheté d'occasion mon premier pédalier Ushingwelt, le Ushingwelt Pro qui est l'ancêtre du Sprint. Je l'ai acheté alors qu'il avait déjà utilisé pendant 2 ans, je l'ai moi-même utilisé plusieurs années. Le pédalier il doit avoir je pense maintenant 10 ans et il y a 2 ans je l'ai revendu, donc après 8 ans, eh bien il fait le bonheur de quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est des pédaliers qui sont extrêmement robustes, on a la chance d'avoir du matos qui est franchement de bonne facture, même par rapport à ce qu'il était il y a 5-6 ans juste avant le Covid, ça s'est
c'est énormément développé. Donc n'ayez pas peur du côté du pédalier, c'est sans doute la partie la plus fiable et la partie où il est le plus facile de changer des pièces, ce qui me permet de rebondir sur la troisième question, puis-je réparer si ça casse? Et la réponse de Normand, ça dépend de la marque. Certaines vendent des pièces détachées, par exemple sur un pédalier, des élastomères ou des ressorts que vous allez pouvoir acheter directement chez le constructeur. Parfois c'est des troisième parties, donc des entreprises qui fabriquent des accessoires qui vont pouvoir se plugger sur du Fanatec, du Logitech, du Thrustmaster et ainsi de suite. Vérifiez ce qu'il est possible de faire. De manière générale, plus votre matériel est électronique, c'est-à-dire quand on va sur une base moteur, là-dessus il faut faire fonctionner souvent la garantie s'il y a un problème, et s'il n'y a pas de garantie, malheureusement, et que vous n'êtes pas bon en électronique, à démonter un volant etc. bricoleur, là-dessus malheureusement c'est que pas de bol quoi. Dernière question, quelle garantie en occasion? Je vous renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure. La garantie, ça dépend des constructeurs. Pour la majorité des constructeurs haut de gamme, elle est transférable et elle est liée au matériel et pas forcément à l'acheteur. Deux méthodes, encore une fois, les CGV ou simplement contacter le SAV de la marque. Vous avez aujourd'hui des réponses qui sont relativement rapides, vous permettant de faire votre achat en toute sécurité. Avant de passer au diagnostic complet, partie par partie de votre simulateur à tester si vous achetez du matos d'occasion, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai lancé mon Patreon. Patreon, c'est une plateforme pour soutenir les créateurs qui me permet de vous donner plein d'avantages lorsque vous soutenez la chaîne. Il y a différents abonnements par mois. Ça va d'une revue de presse chaque semaine pour avoir mes avis sur l'actualité du sim racing, jusqu'à des sessions coaching moins chères, des coachings collectifs, plein de choses vraiment pour deux objectifs: vous permettre de mieux vous équiper et vous permettre de devenir un meilleur sim racer. Profitez de votre passion. Si vous avez un souci dans le choix de votre matériel et que vous avez besoin d'être guidé, deux solutions: vous nous rejoignez à la communauté sur Discord, on est plus de 1400, ou alors via le Patreon, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi en direct et on peut construire votre simulateur ensemble. Je vous mets un lien dans la description. Cinquième partie, les diagnostics à faire selon votre catégorie de matériel. Restez jusqu'à la fin car on se mettra dans la position d'un acheteur en fin de vidéo pour vous donner un exemple sur tout ce que je vous ai dit. On commence tout d'abord avec le volant. Donc le volant, c'est la galette. Je parle uniquement de la roue, je ne parle pas de la base moteur. Le volant, c'est très simple. Premièrement, vérifiez que tous les boutons fonctionnent. Ça se fait très facilement via le logiciel du constructeur. Petit signe d'utilisation et d'usure générale. Il y a deux choses à vérifier. Si les boutons sont peints sur le volant, je vous avais illustré ça d'ailleurs lors du test entre le CSLDD et le T598. Vérifiez l'état de la peinture. Si elle est moins présente, ça veut dire que le bouton en question a été utilisé et ça peut vous donner une belle indication sur la fréquence d'utilisation. Deuxième point, vérifiez les palettes, points sensibles de fiabilité dans les volants. On passe souvent les vitesses lorsque l'on conduit une voiture de course. Vérifiez donc que celle-ci fonctionne, qu'il n'y ait pas soit de double passage de rapport, soit qu'il y ait de rapport bloqué, c'est-à-dire que vous tirez la palette mais finalement la vitesse ne passe pas. Souvent c'est synonyme d'une boîte trop usée, souvent le cas pour les volants qui n'ont pas de palette magnétique. Et puis enfin, dernier point évident à vérifier, notamment si vous êtes sur console, c'est la compatibilité du matériel avec votre plateforme. Assurez-vous que si vous êtes sur PlayStation, le volant va bien sur PlayStation, et si vous êtes sur Xbox, que le volant va sur Xbox, même si cette compatibilité est davantage liée aux bases qu'on va attaquer en deux. La base, premier point, très simple, vérifiez qu'elle est allumée, tout simplement. Appuyez sur le bouton et surtout que l'auto-calibration se fasse bien. Celle-ci est quand même un bon indicateur de la bonne intégration du matériel. En jeu avec la pleine puissance, vérifiez qu'il n'y ait pas de grosses pertes brutales d'informations. Là aussi, ça peut être un signe d'usure. De multiples surchauffes. En parlant de chauffe, touchez la base. Est-ce qu'elle est trop chaude ou pas? Est-ce qu'il y a une odeur de chaleur ou pas? Là aussi, ça peut vous donner une indication sur l'usure du matériel, voir s'il n'y a pas de problème avec le système de ventilation de celui-ci. C'est typique par exemple des volants Thrustmaster T300 RS qui à un moment donné étaient connus. Il y a plein de vidéos ou de T150 aussi qui ont cramé avec la fumée sortant de la base du moteur parce qu'en fait c'était le ventilo qui avait un problème. Pensez donc à checker ça. Et de manière générale pour une base, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, vérifiez qu'il n'y ait pas de bruit suspect. Encore une fois, si vous achetez une roue à moteur brushless ou à engrenage type Logitech G23, type T300, TX, T150, T248 et ainsi de suite, c'est normal qu'il y ait du bruit sur ce type de volant. Vérifiez qu'il n'y ait pas de cliquetis quand même suspect ou de gros bruits trop brusques qui vous paraissent bizarres. Encore une fois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Troisième type de matos, le
Pédalier, vérifiez la propreté de celui-ci. Un pédalier, notamment à potentiomètre, qui n'est pas propre, en général, c'est pas bon signe parce qu'on va tomber dans le problème que je cite depuis tout à l'heure sur le pédalier, le problème du flickering. C'est souvent corrélé avec un encrassement de potentiomètre ou une usure de potentiomètre et donc il faut absolument le tester. Ça peut être aussi le cas en termes de propreté sur les systèmes magnétiques et Hall Effect, même si ceux-ci sont beaucoup plus fiables que ne le sont le potentiomètre. C'est pour ça que d'ailleurs tout le monde est passé en capteur magnétique chez les constructeurs. Sur les lots de sel avec élastomère, vérifiez l'usure des élastomères, qu'il n'y ait pas de craquellement par exemple. Auquel cas, vérifiez sur le marché et sur le net si vous pouvez vous-même acheter des élastomères de remplacement, parce qu'encore une fois, c'est une pièce qui est facilement changeable et ça peut vous faire un petit effet de levier dans la négociation du pédalier. Si vous achetez un pédalier hydraulique, vérifiez évidemment qu'il n'y ait pas de fuite sur le système hydraulique. Ici, on voit les Simagic P2000 notamment. Vérifiez enfin que tout soit bien en place. C'est en général quand même des mécanos. Vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu particulier dans une quelconque pédale ou qui vous paraît suspect, ou demandez à l'acheteur, vérifiez sur le net si c'est le cas chez d'autres utilisateurs pour le matos que vous voulez acheter. Shifter et frein à main, là-dessus c'est très simple, testez à l'arrêt s'il y a du jeu dans la mécanique et que tout paraisse fluide, que ce soit en termes de passage de vitesse ou en termes de tirage du frein à main, qu'il n'y ait là aussi pas de bruit suspect particulier, et puis vérifiez les fiches de branchement, qu'il n'y ait pas de problème. Souvent ces fiches de branchement, ça va être soit directement plugué sur votre PC, soit la fiche de branchement qui va directement dans la base moteur si vous avez du matos compatible. Vous êtes déjà chez Fanatec, vous voulez acheter un frein à main Fanatec d'occasion, parce que c'est souvent ces câbles qui peuvent poser problème. Ils sont assez fins, les fiches peuvent être un peu arrachées et donc il faut être vigilant vis-à-vis de ça. Ça peut être souvent cause de problèmes de fiabilité. Le gros morceau dans lequel il va falloir mettre la voiture de papa et maman en break ou faire de l'espace, c'est le cockpit, car oui, le marché de l'occasion en cockpit, c'est un super marché pour faire de très bonnes affaires et il y a plusieurs points évidemment à vérifier lorsque vous achetez un cockpit d'occasion. Déjà, numéro 1, l'état de la peinture et les éventuelles traces de rayures. Est-ce que vous pouvez les rattraper ou pas? Est-ce qu'elles sont très présentes ou pas? Là aussi, c'est un point clé de négociation. Vérifiez les points de flexion. Ça, c'est très important si vous achetez d'occasion un châssis de type tubulaire. Les points de flexion, il y en a deux à bien vérifier, celui au niveau du pédalier et celui au niveau de la base volant, tout simplement que vous n'ayez pas de jeu au moment où vous allez jouer et que par exemple des vis soient pas serrées, ou alors que il y a un effet de balancier et un mouvement de flexion à l'issue de l'utilisation du matos. C'est souvent le cas sur des petits châssis type entre guillemets chaise de camping, le FGT Light de Next Level Racing par exemple, ou le Playseat dans le même genre. Souvent, en fonction du poids de la personne, de sa morphologie, il peut y avoir du jeu qui s'est créé à l'usure, parce que c'est pas des choses qui tiennent très bien dans le temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'en termes de châssis, c'est pas souvent ce que je recommande. C'est vrai que c'est du matos qui peut être pas cher pour débuter, donc selon vos budgets, etc., ça pourra faire l'affaire, mais pensez à vérifier ça lorsque vous testez un châssis. Je vous l'évoquais pour le jeu, vérifiez les points de serrage des vis, c'est assez évident là aussi. Et petite astuce supplémentaire, si vous achetez un ancien châssis en aluminium, vérifiez lorsque les vis ont été serrées, s'il a été utilisé souvent, qu'il n'y ait pas de trou qui ait été causé parce que on a serré comme un bœuf pour mettre le pédalier sur le châssis. C'est déjà arrivé, je l'ai déjà vu à titre personnel. Pensez là aussi à la compatibilité de votre matériel, c'est-à-dire que tous les cockpits n'accueillent pas toujours tous les écosystèmes volants, pédaliers. Pensez à vérifier que votre matériel est compatible. Si c'est pas le cas, c'est pas un drame, vous pouvez toujours percer après la plaque de métal, que ce soit pour adapter votre pédalier ou votre volant. C'est juste un peu plus pénible. Évidemment, on est dans un cockpit, donc vous allez vous asseoir dedans. Donc essayez l'assise, vérifiez s'il y a des glissières, qu'elles fonctionnent sans accroc. Les glissières, c'est souvent le point de friction là aussi, à force d'avancer, de reculer les sièges. Selon les modèles de sièges et de châssis, il peut y avoir de l'usure. Là aussi, c'est des choses qui peuvent se réparer ou se trouver sur le marché secondaire assez facilement, mais pensez à bien checker ça, parce qu'il n'y a rien de plus pénible que de se retrouver avec un siège coincé, le temps d'attendre une pièce, enfin bref. Vérifiez également les réglages disponibles en termes d'installation, que tout soit bien propre pour que vous puissiez trouver votre parfaite position de conduite, parce que c'est ce qui vous permettra aussi d'apprécier votre passion plus simplement. Enfin, sur le cockpit, dernier point super important par expérience, c'est vraiment un tips auquel on pense pas beaucoup quand on achète d'occasion et surtout quand on débute, c'est de consulter le cockpit en question en neuf. Je vous l'ai évoqué à plusieurs reprises, notamment dans cette vidéo sur les erreurs qu'on fait quand on achète du matériel et qu'on est débutant. C'est certains constructeurs qui vont updater, mettre à jour leur châssis
au fur et à mesure de la durée de vie du modèle. Un peu comme une voiture qui a différentes générations. Vous avez la Clio 1, la 2, la 3, la 4, ainsi de suite. C'est la même chose parfois du côté des châssis. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous avez un châssis de la première génération, il se peut que les options pour ajouter un shifter, pour mettre un clavier et une souris de cette première génération ne soient plus sur la 4e génération et que sur la 4e génération, ces pièces-là ne soient plus compatibles avec la première. Pensez donc à vérifier si sur le marché de l'occasion et sur le marché du neuf, les pièces accessoires sont toujours disponibles. Ça vous permettra dans la durée de vie du châssis, notamment si vous faites l'achat d'un châssis en alu. Là-dessus, c'est assez facile, même en termes de do it yourself, vous pouvez à peu près construire tout ce que vous voulez. C'est un grand Lego, un grand mécano. Mais si vous avez là aussi un achat pour un châssis tubulaire, pensez à le regarder, notamment si vous voulez faire évoluer votre matos, que vous n'avez pas tout de suite le frein à main, le shifter, etc. Voilà, point important qui vous évitera des désagréments, voire de carrément changer de châssis pour pouvoir installer plus de périphériques sur votre matos. Dernier point qui constitue votre châssis sur les équipements purement sim racing, le dashboard, les LED et les petits accessoires. Là-dessus, testez-les, ayez des photos. Voilà, c'est plus accessoire, c'est souvent plus accessible en neuf. Vous êtes en général plus aguerri en termes de passion pour le sim racing, parce qu'en général, il y a aussi des compatibilités avec SimHub. Je le traite pas particulièrement sur le marché de l'occasion. On est vraiment sur quelque chose de plus minime par rapport à tout ce que j'ai cité précédemment. J'ai pas traité des écrans par rapport à ce diagnostic, tout simplement parce qu'on est focus sur le matos de sim racing. Il y a pléthore de contenu sur les écrans. Donc là-dessus, j'ai fait le choix de pas les traiter. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Sixième et dernière partie de notre guide, écoutez, je vous propose qu'on se mette nous-mêmes dans la peau d'un acheteur. La première annonce sur laquelle on tombe, donc volant Sim Racing, c'est pour un P1 Sim eau rouge de nouvelle génération. Donc c'est le volant que j'ai dans le simulateur qui est juste derrière moi si vous me suivez en stream, notamment le dimanche à 19h. Du côté de cette annonce-là, visiblement très peu d'utilisation. Le Sim Racer nous indique tout de suite qu'il n'a pas d'utilité car il roule uniquement en rallye et il est encore sous garantie. Donc première chose, allez consulter soit les CGV de la marque ou allez consulter la marque pour vérifier ça. Si vous vérifiez l'annonce, visiblement en termes de photos, effectivement c'est propre, il est encore dans sa boîte d'emballage. Les poignées sont pris en photo, ce qui est plutôt bon signe. En général, ça veut dire qu'on est sur quelqu'un qui prête attention à ce soin de détail. Elles sont présentes à l'avant et à l'arrière. Vous avez bien toute la connectique d'ailleurs prise en photo avec les accessoires. Vous avez même d'ailleurs la facture qui est aussi prise en compte. Donc c'est pareil, si vous contactez la marque et que vous cherchez à vous renseigner dessus, vous pouvez utiliser ça. Une annonce visiblement sérieuse. On a 26 notations pour ce profil-là, qui est noté en 5 étoiles, qui a déjà fait plusieurs annonces. Donc pour le coup, même si vous n'avez pas occasion de tester le matériel et qu'il est encore sous garantie, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est typiquement le bon genre d'annonce. Côté prix, 900 €. On est sur un produit qui normalement est à 1200. Ça vous fait 300 € d'économie, encore sous garantie, etc. Honnêtement, c'est plutôt un bon prix. Vous pouvez peut-être le négocier pour un petit peu moins s'il y a des frais de port. Mais on est franchement sur une belle annonce. Deuxième annonce, on passe de l'autre côté, côté débutant, pour le classique Logitech G920. Ici, dispo à moins de 200 €. Donc déjà, comme vous le voyez, il y a bien le volant, il y a bien le pédalier. On est sur une compatibilité Xbox. Donc si vous êtes sur Xbox ou sur PC, ça fonctionne. Pas si vous êtes sur PlayStation. Au niveau des photos du volant, qu'est-ce que l'on voit? Visiblement, ici, il a un petit peu d'usure, quelques petites traces marquées ici. Rien de bien méchant, sûrement lié à l'usure, un peu de transpiration ou autre. C'est juste un coup de nettoyage. Au niveau des touches, ça a l'air, ma foi, relativement propre visuellement parlant. Le pédalier a l'air plutôt clean, il n'y a pas particulièrement de marque d'usure ou de traces ici non plus, donc ça a l'air d'avoir été nettoyé, ce qui est un bon signe. Le profil là aussi est noté, 14 notations, donc est déjà actif sur Le Bon Coin, marqué comme très réactif, avec 5 étoiles. Voyons la description. Volant en très bon état, compatibilité PC Xbox, toujours utilisé sur PC, ça permet de donner une indication aussi. Question qu'on pourrait poser à l'acheteur, typiquement, c'est à quel simu est-ce qu'il roulait sur PC par curiosité. Remise en main propre uniquement, ça veut dire que vous allez pouvoir le tester. Très bien pour débuter en sim racing, effectivement. Et vendu car moi je monte en gamme, c'est typiquement le profil qu'on évoquait tout à l'heure qui permet de faire de bonnes affaires. Honnêtement, à 180 €, si le volant fonctionne bien, il n'a pas l'air d'être sous garantie, mais c'est pas très grave sur ce type de matos. Franchement, ça tient quand même bien dans le temps si soin y a été pris. Encore une fois, une bonne annonce. On va passer de l'autre côté du spectre avec un T300 RS à
80 €. Alors déjà, si vous avez bien consulté la vidéo, 80 € pour un T300 RS, c'est pas un prix logique et normal. On est sur un acheteur qui est noté 4,7 avec 18 notations. On pourra aller voir sur le profil pourquoi est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Il y a des avis automatiques et des avis de membres. Quand on est sur le Bon Coin, les avis de membres, c'est-à-dire que les gens ont pris le temps de faire et mettre une notation. Les avis automatiques, c'est le Bon Coin qui a demandé acheteur-vendeur de se noter. S'il n'y a pas de contestation particulière, par défaut, il met le 5 étoiles. Donc on va consulter sur les membres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé ou qui s'est pas bien passé? Visiblement, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, mais ça date de 2019. Toutes les autres ventes se sont bien passées. Donc on est sur un acheteur qui est sérieux malgré le prix annoncé. Voyons voir dans la description. On a bon état en aspect, mais volant hors service. Le volant s'est arrêté en jeu. Une légère résistance quand on tourne le volant. Vendu avec pédalier et câble. Donc là, pour le coup, vous allez honnêtement pas pouvoir en faire grand chose. Sur l'usure générale du volant, effectivement, il a l'air d'avoir vécu quand je vois la gomme du T300 ici. Le pédalier aussi a l'air d'être un petit peu marqué en termes d'usure. Il a bien roulé, je pense, et bien vécu ce T300 RS. Pour le coup, effectivement, une annonce sur laquelle on passe. Et enfin, dernier exercice auquel on se prête dans ce jeu des acheteurs, celui d'un simulateur complet. Parce que c'est vrai que sur le Bon Coin, si vous avez un peu de budget, il est pas rare de trouver des simus full équipés, châssis, volant, pédalier, siège, vraiment la totale. On a un setup complet dit haut de gamme pour 1800 €. Donc déjà en photo, ce qu'on aperçoit, il y a du Fanatec, il y a du Track Racer. On est sur un utilisateur qui n'a pas de notation. Par contre, donc un point de vigilance à vérifier lorsque l'on échange, etc. ensemble. Voyons voir déjà sur les photos. Donc, on a un Track Racer, ce qui s'apparente au TR80, je dirais, à vue d'œil. Et on a du CSLDD avec une roue F1 qui comporte d'ailleurs les palettes Podium sur le volant et un pédalier V3. Visiblement, c'est tenu dans une pièce clean. Au niveau de la photo du volant, ça a l'air propre, un peu de poussière, rien de bien méchant à signaler. Que 3 photos. Voyons voir maintenant l'annonce et ce qu'il nous dit. Alors, je mets en vente un pack Sim Racing prêt à l'emploi, excellent état, soigneusement entretenu, fonctionne parfaitement. Ok. On a le volant Fanatec 2.5 avec les 6 palettes, effectivement. Donc c'est un Club Sport DD et pas un GT DD Pro. Enfin, pas un 8 Nm, c'est un 12. Un pédalier Fanatec V3, un TR80, c'est ça, avec le siège baquet. Donc le rail est inclus, plus le support écran qui est aussi inclus dans le paquet. Un setup complet, parfait pour ceux qui veulent passer un cap dans le sim racing. Effectivement, possibilité d'achat en lot ou unitaire. Prix, il a mis le détail. Négociation possible en cas d'achat de plusieurs lots. Honnêtement, si on consulte les prix du neuf, que ça soit pour avoir la base, le pédalier, le volant avec les 3 palettes, le châssis avec le siège et en support écran, honnêtement, il y en aurait pour plus que ce prix-là. Si vous avez un peu de budget, un peu moins de 2000 €, de quoi avoir un super équipement pour débuter. Vous êtes dans un écosystème qui est bien connu avec Fanatec. Vous êtes, alors certes, sur un châssis version light, mais ça va très bien pour démarrer. Vous pouvez le faire évoluer, intégrer un shifter, comme on le voit en photo ici. Il y a mis d'ailleurs son casque. Point de vigilance, vu qu'on est chez Track Racer, vérifier la compatibilité des accessoires en fonction du modèle. On est sur un châssis tubulaire alu, donc vous allez pouvoir le faire évoluer même en do it yourself, mais Track Racer c'est les spécialistes pour faire évoluer leur châssis, donc faites gaffe à ça. Évidemment on est sur de la main propre, donc vous avez occasion de le tester. Pour le coup, là aussi, une annonce qui paraît tout à fait sérieuse, qui demande de discuter un petit peu avec l'acheteur par rapport à son profil et quelle est sa démarche dans sa vente, parce que là, pour le coup, il vend un simulateur vraiment complet, comme s'il a arrêté la discipline. Donc, visiblement, c'est plutôt du sérieux et là aussi à bon prix, parce que, encore une fois, tout cet équipement disponible pour ce prix-là, sur du neuf, vous le trouverez pas. Demandez facture garantie éventuelle, s'il y en a, par rapport à tout ça. Maintenant, vous avez toutes les armes pour pouvoir défier les arnaques et surtout acheter en toute sécurité votre matériel de sim racing d'occasion, que ce soit pour débuter ou pour monter en gamme. Vraiment l'occasion, notamment pour la montée en gamme, je pense que c'est le meilleur moyen de faire de très bonnes affaires et de très grosses économies pour upgrader votre simulateur, ou alors si vous avez un peu de budget, démarrer avec des choses qui sont solides, comme on l'a vu sur l'annonce tout à l'heure, pour moins de 2000 € avec un package qui est franchement
franchement carrément complet hein, si vous voulez démarrer et qui va vous durer très facilement dans le temps. Si vous avez encore du mal à vous décider, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et à rejoindre notre communauté sur Patreon. Et enfin, si vous vous posez la question de quand est-ce qu'il faut changer son matériel de Sim Racing, que ce soit pour de l'upgrade notamment, je vous en ai fait une vidéo dédiée, elle est dispo juste là, je vous invite à aller la consulter tout de suite.